Premier ministre est à Washington où il plaide pour le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Paul Kabatieba a échangé à ce sujet avec le président du groupe de la Banque mondiale. On apprend que cette institution financière va adhérer au nouveau référentiel du développement du Burkina Faso. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture dresse un bilan positif de la grève de 72 heures. Pour le Synatic, cette grève a été une réussite dans les médias publics et les services d'information du gouvernement. Face à la presse cet après-midi, le Synatic a encore appelé le gouvernement à se pencher sérieusement sur sa plateforme revendicative. Et puis, à l'étranger, le prix Nobel de la paix 2016 a été décerné au président de la Colombie. Juan Manuel Santos s'est vu attribuer ce prix pour l'accord qu'il a trouvé avec la guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de la Colombie. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Tout d'abord, sachez que 2 délégations étaient ce vendredi matin chez le président du Faso. La première délégation est celle de l'Académie des sciences, des arts et des lettres qui est allée soumettre au chef de l'État ses doléances. La seconde délégation est l'Association des régions du Burkina Faso qui a fait le point de son congrès au président du Faso. Le point de ses audiences avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafando. L'Académie des sciences, des arts et des lettres chez le président du Faso. À la tête d'une délégation, le vice-président, professeur Robert Soudré, est venu parler de la vie de l'institution au chef de l'État. Depuis son élection, c'est la première fois que nous le rencontrons pour lui présenter l'Académie et lui soumettre un certain nombre de requêtes. Ces requêtes, c'est toujours un problème de moyens et également un local qui doit nous servir de siège, également du personnel administratif pour soutenir les activités de l'Académie. Après l'Académie des sciences, des arts et des lettres, place à l'Association des régions du Burkina. Il était question pour la délégation de faire le point de leur 3e congrès et parler des défis que compte relever l'association. Il y a le domaine de l'éducation, la santé, et les routes, etc., etc. Et comme vous le savez, il est dit que nous devons bénéficier du transfert des compétences et des ressources. Malheureusement, ce n'est pas encore effectif, ce qui fait qu'on rencontre d'énormes difficultés sur le terrain. L'Association des régions du Burkina a tenu son 3e congrès du 30 septembre au 1er octobre 2016, un congrès qui a consacré la mise en place du bureau présidé par le président de la région du Centre, Éric Thiam-Touré. Et les membres de l'Association des régions du Burkina Faso s'engagent à relever les défis qui se présentent à eux pour le développement des régions du Burkina. Le premier défi est celui de sortir les structures de sa léthargie. Le 3e congrès de l'ARBF ordinaire tenu du 29 septembre au 1er octobre dernier à Ouagadougou a évoqué justement ce défi. Congrès au cours duquel également le bureau de l'ARBF a été renouvelé. Et c'est désormais Koudiaïm Éric Thiam-Touré qui est à la tête de cette structure. Nongba Kouda, Bouma Ernest Nebi. Au nombre de 39, les membres de l'Association des régions du Burkina, ARBF, ont la lourde responsabilité de relever les défis du développement dans les 13 régions du Burkina avec leurs populations respectives pour les 5 prochaines années. Vous avez regardé la composition du bureau, à tout point de vue à la matière, donc les défis seront relevés. Les actions prioritaires, c'est d'abord de pallier à ce gap qui a été créé par la léthargie qu'a connue la RBF pendant 1 an et demi suite à la dissolution de la RBF, notamment aller encore à la recherche des partenaires techniques et financiers, les rassurer, parce que vous savez, chaque région a ses projets qui sont dans les tiroirs, donc il faut réveiller encore ces projets-là et aller rassurer les partenaires techniques et financiers. Le 2e vice-président de l'ARBF, Bamouroukou Marcel Da, revient sur les priorités des conseils régionaux et particulièrement celles de la région du Sud-Ouest. Nous ne pouvons pas parvenir au développement de notre région-là sans effectivement une vision qui est de prioriser les infrastructures, une vision multidimensionnelle à notre sens, qui est cette fameuse roue qui nous permet de prendre en compte que le développement se fera en passant donc par une voie développée avec plusieurs axes. Les recommandations des congressistes ont porté sur la consécration dans la nouvelle constitution du Haut Conseil des collectivités territoriales comme une institution en charge de la décentralisation du Burkina Faso. La définition dans le nouveau Code général des collectivités territoriales des compétences exclusives aux régions et aux communes.
Voilà, c'était donc un reportage de Nongba Kouda et Omar Zombré. Autre point de l'actualité, le Premier ministre est en mission à Washington pour plaider en faveur du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Cela se passe en marge de la rencontre annuelle des institutions de Bretton Woods. Paul Kabatsieba s'est notamment entretenu avec le président du groupe de la Banque mondiale. Assurance a été faite que cette institution financière va marquer son adhésion au PNDS. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Ici, au siège de la Banque mondiale à Washington, Paul Kabatsieba est face au président du groupe, Jim Yong Kim, et son staff pour parler de la table ronde des bailleurs de fonds prévue les 7 et 8 décembre prochains à Paris. Le Premier ministre expose les priorités du Plan national de développement économique et social, développement du capital humain, énergie, infrastructure, compétitivité de l'économie ou productivité agricole. Sur tous ces points, les analyses des deux parties convergent. Et la Banque mondiale nous a rassuré sur son engagement à nous soutenir pour réaliser donc ce plan national de développement économique, parce qu'il trouve que c'est un programme qui est pertinent. C'est un programme qui est adapté aux besoins de l'économie burkinabé. Et si la Banque mondiale s'engage à nous soutenir, c'est la garantie également que les autres partenaires techniques et financiers vont également le faire. Non seulement la Banque centrale, la Banque mondiale va nous apporter son appui financier, mais elle va également faire un plaidoyer auprès des autres partenaires techniques et financiers afin qu'eux aussi s'engagent aux côtés de la Banque mondiale et du Fonds pour aider le Burkina Faso à financer son plan national de développement économique et social. Ça, c'est vraiment un engagement très fort. Paris, c'est le rendez-vous de tous les enjeux pour le PNDS. La Banque mondiale, en tant que chef de file des partenaires, est au cœur de la préparation de cette rencontre. Nous pensons que les choses sont très bien engagées. Nous avons eu le président de la Banque mondiale a rencontré le Premier ministre, le ministre des Finances et la délégation burkinabé. Ils ont fait un tour d'horizon de la situation au Burkina en réitérant vraiment le soutien de la Banque mondiale au programme de développement et surtout les orientations, les priorités qui ont été définies dans le domaine de l'énergie, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi des jeunes et du développement agricole. Ce que nous souhaiterions, c'est vraiment montrer au secteur privé international toutes les opportunités d'investissement qu'il y a au Burkina dans les domaines que j'ai cités tantôt. Des détails de l'organisation de cette table ronde restent à finaliser, mais de part et d'autre, on affiche confiance et optimisme. Jour à Washington, le Premier ministre a rencontré une responsable du Millennium Challenge Corporation. Le Burkina Faso est candidat à un deuxième compact dont les bénéficiaires seront connus en décembre prochain. Et c'est de cette candidature qu'il a été question au cours des échanges. Paul Kabatsieba a pris connaissance des critères d'éligibilité avant de plaider pour la candidature du Burkina Faso au MCC. Arthur Ouedraogo, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un deuxième compact pour le Burkina Faso, c'est un enjeu majeur de développement. Ici au siège du Millennium Challenge Corporation à Washington, Paul Kabatsieba prend connaissance des critères clés et veut se rassurer de la solidité du dossier du Burkina. Je voulais voir avec la délégation du MCC où est-ce que se situe le Burkina Faso du point de vue des critères objectifs. Alors, il ressort que le Burkina Faso remplit la plupart des critères qui sont retenus pour être qualifié pour un MCC. Alors, les points sur lesquels nous avons encore des efforts à réaliser, alors nous avons passé en revue. J'en ai profité pour donner des précisions sur les réformes qui sont en cours et qui permettront donc au Burkina Faso de remplir complètement ou partiellement ces critères-là également, de satisfaire totalement ou partiellement ces critères également. Je pense que ça a été utile pour la compréhension de nos partenaires du MCC. Et nous avons convenu également que lorsque la prochaine évaluation des critères sortirait fin octobre, que le MCC nous en informerait. La décision du MCC est attendue en décembre prochain. Plusieurs pays sont en lice, mais le dossier du Burkina ne manque pas d'atouts.
Donc nous avons pu bien discuter sur les critères que le conseil d'administration prendra en considération en décembre de cette année. D'abord sur le scorecard de la fiche d'évaluation du MCC, spécifiquement dans les 3 catégories de la bonne gouvernance, l'économie et l'investissement dans les peuples, et aussi de bien discuter comment est-ce que les investissements du premier compact sont la durabilité, et finalement aussi les réformes politiques du gouvernement. Le Premier ministre a apporté des informations supplémentaires et rappelé la détermination de son gouvernement à inscrire le Burkina Faso dans la dynamique d'un développement durable et inclusif, respectueux des obligations de bonne gouvernance. L'obtention de ce deuxième compact serait donc un grand coup de pouce. Retour au Burkina Faso pour les actualités politiques de cette édition. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale tient ses journées depuis ce matin à Ouagadougou. Les députés de ce groupe parlementaire mènent la réflexion sur ce qui devrait être le contenu de la nouvelle constitution et sur la stabilité politique au Burkina. À l'ouverture de ces journées, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale a fustigé la gouvernance actuelle du pays par le pouvoir en place. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Olopoda. Les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale se livrent ici à une analyse de la situation nationale. Une situation caractérisée par un remous social, un marasme économique, une recrudescence du grand banditisme. Bref, pour ces élus nationaux, le Burkina Faso va mal. La situation post-insurrectionnelle a creusé davantage la fracture sociale et aiguiser les appétits de justice sociale et de cohésion de notre peuple. Dans un tel contexte, il faut dépasser le stade de la culpabilité pour s'interroger sur quelle constitution pour une véritable réconciliation et une stabilité politique au pays des hommes intègres. Ces députés de l'ADF-RDA et de la NAFA vont au cours de ces deuxièmes journées parlementaires se pencher sur la question d'une nouvelle constitution. N'aurait-il pas fallu convoquer un dialogue national comme préalable à la phase de rédaction d'une nouvelle constitution? La réconciliation nationale ne devrait-elle pas être une priorité et le soubassement permettant d'élaborer un nouveau contrat social? À l'ouverture de cette deuxième journée parlementaire, la présence des groupes UPC, CDP, MPP et Burkinlim. Tous ici ont salué l'intérêt manifeste du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale à être en veille des sujets d'intérêt national, surtout quand il s'agit de redécider l'avenir politique, social et institutionnel du Burkina. Et pendant ce temps, le groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement appelle le gouvernement à s'attaquer sans délai aux préoccupations des Burkinabés. Ces préoccupations, selon l'UPC, sont d'ordre social, sécuritaire et économique. Les députés UPC ont procédé à une analyse de la situation sociopolitique du Burkina Faso à l'occasion de leur journée parlementaire. Des journées parlementaires qui se sont achevées cet après-midi à Ouagadougou, Jazongo et Nyarkiteda. Les différentes stratégies de développement mises en place de 1960 à ce jour ont contribué à désamorcer la prospérité économique et sociale du Burkina. Foi des députés du groupe parlementaire UPC au terme de 2 jours de rencontres rythmées de panels de débat et d'analyse. Ils s'inquiètent davantage pour l'avenir du pays car selon ce groupe parlementaire, le PNDS proposait comme solution manque de cohérence et de vision en phase avec les réalités du moment. Toutes les actions sont prioritaires dans le PND. Il n'y a pas une bonne hiérarchisation des priorités dans ce programme-là. Un des éléments de diagnostic, c'est que le PNDS n'est pas un plan de relance économique, pas du tout. C'est un programme de développement à moyen et à long terme. Et après diagnostic, le groupe parlementaire propose comme thérapie de mettre en place sans délai les mesures urgentes pour relancer l'économie. Il faut avoir un dialogue avec le Front social pour un apaisement. Parce qu'aucun investisseur ne va rentrer au Burkina investir avec cette situation que nous connaissons. La deuxième étape,
sur la question des différents impôts, il faut les revoir de manière à les différer significativement de temps qu'on relance l'économie. L'aspect sécuritaire, il ne faut pas prendre ça à la légère. La relance de l'économie passe aussi par la réconciliation nationale, le paiement de la dette intérieure, l'unicité de la vision économique au sommet de l'État. Ce sont entre autres les solutions proposées par les députés de l'UPC. Ils recommandent au pouvoir en place de tenir compte de ces propositions pour une relance véritable de l'économie au pays des hommes intègres. Autre point de l'actualité, le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, dresse le bilan des 72 heures de grève observées du 3 au 5 octobre dernier. Cette grève a été une réussite pour le SYNATIC qui a animé une conférence de presse cet après-midi. Le SYNATIC ne se reconnaît pas dans les accusations relatives au matériel qui aurait été importé à la télévision du Burkina. Il invite le gouvernement à se pencher sérieusement sur sa plateforme revendicative. Amadou Ilboudo, Ismaël Ziloma Sirima. 48 heures après sa grève de 72 heures, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture dénonce une campagne de dénigrement de la part de certains dirigeants. D'abord, nous tenons à nous excuser auprès des téléspectateurs, des auditeurs, des lecteurs, des médias publics pour le désagrément que notre action a pu causer. Et nous tenons à les rassurer qu'aucun matériel n'a été ni détruit ni dérobé, contrairement aux allégations que le porte-parole du gouvernement a eu à faire. Quant au bilan de la grève, les responsables du SYNATIC se disent satisfaits de la mobilisation des travailleurs face aux hommes et femmes de médias. Le SYNATIC s'est également prononcé sur la question du service minimum et aussi sur les susceptibles points de satisfaction de sa plateforme revendicative. Nous, à notre niveau, nous ne voyons pas ces avancées. Donc, ce qui peut être, en tout cas, signe de détente et de sortie de crise, je pense que le gouvernement n'a qu'à nous faire des propositions concrètes et nous allons revenir à la table de négociation. Mais pour l'heure, le SYNATIC a prévu une assemblée générale ce mardi afin de définir les perspectives concernant les éventuels cas d'intimidation ou de sanctions sournoises du fait de la grève. Le SYNATIC dit être prêt à riposter. Des populations du quartier Paspanga de Ouagadougou qui se plaignent des eaux usées. On en parlait dans nos éditions d'hier. Suite à la diffusion du reportage sur le sujet, les techniciens de l'Office national de l'eau et de l'assainissement se sont rendus sur le site en question. Ils ont ainsi procédé au curage des égouts et au remblayage de la zone. Ce fut aussi une occasion pour les techniciens de l'ONEA de donner des précisions sur le système d'évacuation des eaux usées. Nongba Kouda, Bouma Ernest Nebi. La question des eaux usées du quartier Paspanga de Ouagadougou est en passe d'être résolue. C'est du moins l'avis des responsables de l'ONEA, l'Office national des eaux et de l'assainissement, qui déploie ici les grands moyens en vue de trouver une solution durable à ce problème. Sur le site en question, les techniciens procèdent à l'aspiration des eaux usées qui remontent à la surface du fait d'un dysfonctionnement du mécanisme d'évacuation des eaux mis en place. On était sur le terrain ce matin. Et je pense qu'à l'heure où je vous parle, le problème il est solutionné. Et des dispositions sont prises pour que cette situation ne se répète plus jamais. Selon les responsables de la Nationale des eaux, le problème d'assainissement du quartier Paspanga est la résultante de certains comportements inciviques constatés dans plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. Il y a le phénomène des déchets solides qu'on envoie dans les réseaux au niveau des domiciles, mais il n'y a que sur le réseau même, à l'intérieur de la ville, si vous avez regardé, vous allez trouver des regards où on a enlevé carrément les tampons. Je crois que c'était la ruée vers le fer pour le revendre. Donc, on a subi des vols de tampons. Et quand c'est comme ça, le regard, il est ouvert. Et parfois, vous trouvez à l'intérieur des restes de nourriture. Bon, c'est comme ça devient la poubelle. Je pense qu'il faut que ces comportements-là, vraiment, on puisse cesser et avoir vraiment des comportements qui permettent d'éviter des difficultés comme ce que nous avons connu. En attendant la modernisation de ces installations pour être en phase avec les défis du moment, l'ONEA appelle les citoyens à une utilisation rationnelle de ces infrastructures d'assainissement et au besoin joindre ces services compétents.
À côté des services étatiques, des organisations non gouvernementales se soucient également de l'assainissement. Fait partie de ces ONG, Catholic Relief Service, qui a initié un atelier de promotion de l'assainissement en milieu familial. La rencontre se tient dans la capitale burkinabé et elle est une occasion pour cette ONG de partager ses expériences en matière d'assainissement. L'ambition est de parvenir à une latrine par ménage au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Sous les projecteurs, la question de l'assainissement familial au Burkina Faso. Une question qui préoccupe Catholic Relief Service, qui a investi plus de 800 millions de francs CFA dans le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Pour le cas spécifique de l'assainissement, environ 300 millions ont été injectés pour faciliter l'accès des populations de la Komandjari, de la Nyanya, le Namentenga et le BAM à des latrines familiales. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, il y aura beaucoup d'échanges d'expériences, beaucoup d'échanges de meilleures pratiques et ça va nous aider à trouver les meilleures approches, les meilleurs modèles de comment nous pouvons aider à ce que le Burkina aille à 100% à un jour, d'ici 2030 je crois, donc pour l'assainissement familial dans toutes les familles. Avec un taux d'assainissement de 18% en 2015, le Burkina Faso est loin d'atteindre l'objectif national d'un accès universel à l'assainissement d'ici 2030. Et cet atelier du CRS offre une opportunité aux acteurs de partager leurs actions de bonne pratique dans le domaine de l'assainissement familial. L'Agence humanitaire internationale officielle de la communauté catholique des États-Unis intervient au Burkina Faso depuis 1960. L'agriculture, l'éducation, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont entre autres ses domaines d'intervention. Son ambition est de contribuer à l'amélioration des conditions d'assainissement et d'hygiène des populations et partant de là, l'amélioration de leur santé et le développement économique et social du Burkina Faso. Les changements climatiques et leurs corollaires que sont les catastrophes naturelles mettent à mal les efforts de développement. Face à cette situation, au Burkina Faso, la résilience des populations est devenue une priorité nationale. Et pour renforcer cette résilience, l'Alliance technique d'assistance au développement accompagne les populations vulnérables. Une rencontre sur le sujet s'est tenue à Ouagadougou. Adama Guiti, Yolan Lompo. De par leur action, les catastrophes naturelles et les changements climatiques remettent en question les progrès réalisés en matière de développement. Ces acteurs et leurs partenaires intervenant dans la résilience veulent fédérer leur expérience pour un meilleur accompagnement des communautés. Cette année, nous avons environ 55 000 personnes qui ont été affectées. Et chaque année, avec la récurrence de ces catastrophes, notamment les inondations, il y a la nécessité non seulement de l'action du gouvernement, mais il y a aussi la nécessité de renforcer les capacités de nos communautés à pouvoir faire face aux différentes catastrophes. Financé par l'ONG suédoise Diaconia et piloté par l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD, ce projet a aussi pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Nous allons poursuivre l'interpellation permanente pour que les paysans, les communautés qui sont les plus affectées puissent être toujours prêts à réagir quand il y a une catastrophe. De cette rencontre, il est attendu des propositions concrètes à même de favoriser l'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques publiques. Actualité hors du Burkina Faso, le prix Nobel de la paix 2016 a été décerné à Juan Manuel Santos. Le président colombien est ainsi récompensé pour avoir conclu un accord avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de la Colombie. Cet accord a permis de clore un conflit de plus de 50 ans. C'est un Juan Manuel Santos visiblement ému, son épouse à ses côtés qui a réagi au prestigieux prix annoncé quelques heures plus tôt. Le président colombien a dédié ce Nobel de la paix à tous ses compatriotes, en particulier aux millions de victimes du conflit qui déchire son pays depuis plus de 50 ans. Colombiens, ce prix est le vôtre. C'est pour les victimes et pour qu'il n'y ait pas une victime de plus, un mort de plus, que nous devons nous réconcilier et nous unir pour terminer ce processus et commencer à construire une paix stable et durable.
Par cette distinction, le comité Nobel a voulu soutenir l'accord de paix que les Colombiens ont rejeté par référendum il y a moins d'une semaine. La récompense doit être vue comme un hommage au peuple colombien, a expliqué la présidente du comité, qui malgré les rudes épreuves et les abus n'a pas renoncé à l'espoir d'une paix juste et à tous ceux qui ont contribué à ce processus de paix. La guérilla marxiste des FARC, co-signataire de l'accord, n'est pas co-lauréate de ce Nobel, mais son chef a réagi en félicitant le président. Le conflit armé en Colombie a fait plus de 260 000 morts et 45 000 disparus. Et puis, les Marocains ont voté ce vendredi pour élire les députés dans ce scrutin. Le Parti Justice et Développement des islamistes à la tête du gouvernement de coalition tente de conserver la majorité face au PJT. Il y a le PAM, le Parti Authenticité et Modernité, une formation libérale fondée par un proche conseiller du roi Mohamed VI. Une trentaine de partis ont beau être en lice, c'est un duel qui se joue au Maroc entre les islamistes modérés qui gouvernent depuis 5 ans et leurs rivaux libéraux. Près de 16 millions de Marocains étaient appelés à voter pour ces législatives. Comme il y a 5 ans, les islamistes espèrent capitaliser sur les promesses de réforme. Nous espérons qu'avec ces élections, il y aura des changements dans l'emploi, la santé, l'éducation et bien d'autres domaines qui ont besoin d'évoluer, dit cet homme. Le Maroc est sur la voie du changement et nous espérons qu'il va continuer sur cette voie. Porté au pouvoir dans le sillage du printemps arabe, le parti Justice et Développement du Premier ministre Abdelila Benkiran s'appuie sur la classe moyenne et urbaine et il a surtout fait campagne sur l'économie et le social. Mais ses opposants du parti Authenticité et Modernité dénoncent une islamisation rampante du Maroc et se posent en défenseurs de la condition féminine et des libertés. Pour autant, les Marocains ne se sont guère passionnés pour la campagne dans un pays où le roi Mohamed VI est le véritable détenteur du pouvoir. Pour éviter une trop forte abstention, une vaste campagne a été menée appelant les électeurs à exercer leurs droits. On revient chez nous au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a infligé une sanction pécuniaire à l'Onatel et c'est le sujet phare à la une des parutions de ce vendredi. En actualité internationale, les quotidiens font une analyse de la situation post-électorale au Gabon. La revue de presse, c'est avec Touboum Evelyne Dabiri. Onatel SA, condamné à payer 5 milliards de francs CFA, c'est l'information principale à lire dans les parutions de ce jour. Une sanction de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des postes, qui enjoint l'Onatel à payer 5 milliards de francs CFA et cela dans un délai de 15 jours calendaires à compter du 5 octobre, rapporte le pays. Une sanction infligée à cause du non-respect du cahier de charges, poursuit ce journal. Ces manquements de l'Onatel sont une répétition sans qu'aucune notification de défaillance ne soit faite à l'ARCEP et en plus de multiples tentatives de contacter l'Onatel par l'ARCEP afin que des solutions urgentes soient trouvées aux défaillances constatées sont restées vaines, rapporte le journal Le Quotidien. Les regards des journaux se sont encore tournés vers le Gabon. L'opposition a initié une journée de recueillement et a demandé aux Gabonais de ne pas aller travailler et de rester chez eux ce jeudi 6 octobre pour rendre hommage aux victimes de la crise post-électorale, écrit l'observateur Palga, qui affirme « c'est un risque politique que Jean-Ping prend, un risque que le pays qualifie de ballon de sonde ». À cet appel, poursuit ce journal, une réponse musclée du régime Ali Bongo. Le pays en donne la preuve. Dans une note administrative adressée aux responsables de ces services, le maire de Port-Gentil leur intimait l'ordre de dresser pour la journée du jeudi une liste de présence des agents municipaux. Peine perdue selon ce journal qui rappelle cette sagesse africaine. L'on peut forcer les abeilles à entrer dans la ruche, mais pas à faire du miel. 20h de ce vendredi sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.